La jeune vendeuse de fleurs est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance sur le téléphone. La pluie tombait drue sur le boulevard Saint-Germain, transformant Paris en une toile impressionniste de gris et d'argent. Les gouttes rebondissaient sur le pavé ancien, créant 1000 petites explosions liquides qui éclaboussaient les chaussures des passants pressés. L'air sentait la terre mouillée, le café des bistrots et cette odeur particulière que seule la capitale française possède. Un mélange d'histoire, de parfums et de pain frais, entre les Mercedes noires et les Audi étincelantes qui glissaient sur l'asphalte brillant. Une silhouette se déplaçait à contre-courant, pieds de nu, fragile, presque invisible. Lucie Morel avait 23 ans, mais ses yeux en portaient un bien davantage. Des yeux châtains profonds, où habitait une tristesse que le temps n'avait jamais réussi à effacer. Elle serrait contre sa poitrine un panier d'osier rempli de marguerites blanches, leurs pétales tremblants sous les assauts de la pluie. Ses cheveux sombres collaient à ses joues, et ses vêtements, un jean délavé et un pull trop grand qui avait connu des jours meilleurs, étaient trempés jusqu'à l'os. « Mademoiselle, des fleurs pour votre femme !» lança-t-elle à un homme en costume qui passa sans même la regarder. Rien de nouveau, c'était toujours comme ça. Elle avança encore, ses pieds laissant des traces humides sur le trottoir. Le froid mordait sa peau, mais elle était habituée. 23 ans de vie, dont la plupart à se débrouiller seule dans les rues de Paris. Ça forge, ça endurcit, ça apprend à survivre. Des marguerites, monsieur, juste 2 €. Un couple passa en riant, abrité sous un parapluie rouge vif. Ils ne l'entendirent pas, ou firent semblant. Lucie soupira, et se réfugia quelques instants sous l'auvent d'une boutique de luxe, à travers la vitrine. Elle aperçut des robes qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Un autre monde, un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Elle porta machinalement la main à sa gorge. Là où autrefois, il y avait si longtemps que ça semblait être un rêve. Un collier reposé, un collier en argent avec une petite lune. Elle ne savait même plus si ce souvenir était réel ou si elle l'avait inventé pour combler le vide. Combien de fois s'était-elle endormie en essayant de se rappeler le visage de celui qui le lui avait offert ? 100 fois, 1000 fois. Aucune réponse ne venait jamais. Orpheline. C'était le mot qu'on utilisait dans les institutions froides où elle avait grandi. Mais ce mot ne suffisait pas à décrire ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas juste l'absence de parents, c'était l'absence de tout. Pas de nom de famille qu'elle connaissait vraiment. Pas de photos, pas d'histoire. Juste un prénom, Lucie, et un vide immense qui l'accompagnait partout comme une ombre. Elle avait demandé, bien sûr, aux éducateurs, aux assistantes sociales, à tous ceux qui étaient censés savoir d'où je viens, qui étaient mes parents, pourquoi on m'a abandonnée. Les réponses étaient toujours les mêmes. Dossier perdu, information insuffisante. Désolée ma petite, comme si elle n'était qu'un numéro dans un système dépassé. Comme si sa vie avant 3 ans n'avait jamais existé. Pourtant, il y avait ces fragments, ces éclats de souvenirs qui surgissaient parfois. Surtout la nuit, une voix grave qui chantonnait, l'odeur de la vanille, le blanc immaculé d'un piano, et ce collier, toujours ce collier de lune qu'on lui avait arraché en pleurant, ou peut-être qu'elle avait tout imaginé. La pluie redoubla d'intensité, et Lucie dut quitter son abri. Elle remonta le boulevard, proposant ses fleurs aux passants qui l'ignoraient. Une femme âgée lui acheta 3 marguerites et glissa 5 € dans sa main avec un sourire triste. Ce genre de regard qui disait « pauvre petite », Lucie le détestait. Mais elle prit l'argent, l'orgueil ne nourrissait pas. Elle continua sa route, tournant dans une rue adjacente où le flot de voitures était moins dense. Ses pieds la faisaient souffrir. Le pavé parisien n'était pas tendre pour ceux qui marchaient pieds nus, mais elle n'avait pas le choix. Ses dernières chaussures avaient rendu l'âme la semaine précédente, et elle n'avait pas encore économisé assez pour en racheter. Un jour, murmura-t-elle pour elle-même, une habitude qu'elle avait prise pour se tenir compagnie. Un jour, j'aurai un vrai toit, un vrai lit, et je ne vendrai plus jamais de fleurs sous la pluie. C'était son mantra, sa prière, la seule chose qui la maintenait debout quand tout devenait trop lourd. Soudain, au détour d'un croisement, elle s'immobilisa. Quelque chose en elle venait de se tendre, comme un animal qui pressent un danger ou une opportunité. Elle ne savait pas vraiment. Le boulevard s'étirait devant elle, luisant sous les lumières des réverbères qui commençaient à s'allumer dans le crépuscule pluvieux. Les voitures défilaient. Indifférentes, les gens pressèrent le pas, impatients de rentrer au chaud,
Et puis, dans ce chaos ordinaire, dans ce moment qui ne se distinguait en rien de milliers d'autres, un Mercedes noir freina brusquement. Lucie ne savait pas pourquoi son cœur venait de faire un bond dans sa poitrine. C'était juste une voiture, juste un client potentiel de plus, rien d'extraordinaire. Pourtant, ses doigts se crispèrent sur son panier de marguerites. Pourtant, sa respiration s'accéléra imperceptiblement. Pourtant, quelque chose au fond de son âme, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose d'ancien et de viscéral, lui souffla que tout allait changer. La portière du Mercedes s'ouvrit, un homme en descendit, la quarantaine bien sonnée, peut-être plus. Costume impeccable sous un long manteau noir, cheveux poivre et sel coiffés avec soin, le genre d'homme qui commandait le respect d'un seul regard, le genre d'homme qui appartenait à ce monde de vitrines luxueuses et de restaurants étoilés. Il leva les yeux vers elle, et pendant une fraction de seconde, si brève que Lucie crut l'avoir imaginé, quelque chose passa sur son visage. Une fêlure, une douleur, quelque chose qui n'avait rien à faire sur les traits d'un homme aussi manifestement habitué au contrôle. « Mademoiselle », dit-il d'une voix étonnamment douce pour quelqu'un de si imposant, « combien pour toutes vos fleurs ?» Lucie cligna des yeux, déstabilisée. Toutes ces fleurs. Personne ne demandait jamais ça. « 15 €, balbutia-t-elle, soudain consciente de son apparence débraillée face à cet homme si élégant. « Parfait. » Il sortit son téléphone portable de sa poche pour scanner un QR code de paiement. Même les vendeurs de rue avaient ça maintenant. Mais ses doigts tremblaient légèrement en manipulant l'appareil. C'est à ce moment-là que Lucie vit l'écran. L'écran illuminé, la photo de fond d'écran, et son monde s'arrêta de tourner. C'était une petite fille, 3 ans, peut-être 4, des cheveux sombres encadrant un visage de porcelaine, des yeux châtains immenses qui regardèrent l'objectif avec une joie, pure, innocente, et autour de son cou, un collier en argent, avec une petite lune, le panier de marguerites glissa des mains de Lucie, les fleurs blanches explosèrent sur l'asphalte mouillé, comme des étoiles tombées du ciel. Le temps se figea. Les marguerites blanches jonchaient le trottoir mouillé, leurs pétales déjà écrasés par la pluie battante. Mais Lucie ne les voyait pas. Elle ne voyait que l'écran du téléphone, que cette petite fille, que ce collier de lune qui brillait dans la lumière du flash. « C'est moi !» La pensée traversa son esprit comme une lame de glace. Impossible, absurde. Et pourtant, c'est moi. Ses jambes flanchèrent. Elle chancela, le souffle coupé, et avant qu'elle ne s'effondre complètement, des mains solides la rattrapèrent par les épaules. « Mademoiselle, ça va ?» La voix de l'homme était paniquée. Proche, trop proche. Lucie leva les yeux vers lui, et ce qu'elle vit la paralysa davantage encore. Il la fixait, vraiment la fixait. Pas avec le regard distrait des passants qui l'ignoraient d'habitude. Pas avec la pitié condescendante de ceux qui lui achetaient des fleurs par charité. Non, c'était autre chose. François Delcourt, bien qu'elle ne connaisse pas encore son nom, regardait Lucie comme si elle était un fantôme, comme si elle était la réponse à une prière qu'il avait récitée pendant des années. Ses yeux gris acier, si contrôlés un instant auparavant, étaient maintenant inondés d'une émotion brute, primitive. Il baissa le regard vers son téléphone qu'il tenait toujours, puis vers elle, puis vers l'écran à nouveau. Ses mains tremblèrent maintenant franchement. La pluie coulait sur son visage, mêlée à quelque chose d'autre. Des larmes, non, impossible. Les hommes comme lui ne pleuraient pas en pleine rue. Et pourtant, sa voix se brisa. Il déglutit avec difficulté, essaya de nouveau. « C'est vous !» Lucie voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était nouée. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle porta instinctivement la main à son cou, là où le collier aurait dû être. François suivit le geste. Quelque chose dans ses traits se fractura complètement. « Le collier ?» murmura-t-il d'une voix étranglée. « Vous vous souvenez du collier ?»« Oui, non, je ne sais pas. Je ne comprends pas. » parvint-elle finalement à articuler. Sa propre voix lui semblait venir de très loin. Cette photo, comment ? Les gens passaient autour d'eux, pressés sous leur parapluie, agacés par ces 2 personnes qui bloquaient le passage. Quelqu'un marmonna un « Putain, dégagez !» irrité. Mais ni François ni Lucie ne les entendirent. Ils étaient les seuls au monde, seuls dans cette bulle de temps suspendue où 20 ans s'effondraient en une poignée de secondes. « Venez !» dit soudain François d'une voix rauque.
S'il vous plaît, il faut qu'on parle. » Il passa une main tremblante dans ses cheveux. « Mon Dieu, il faut qu'on parle. » Toutes les alarmes auraient dû sonner dans l'esprit de Lucie. Ne jamais suivre un inconnu. Règle numéro 1 de la survie dans la rue. Peu importait à quel point il semblait respectable. Mais ce n'était pas un inconnu, n'est-ce pas? Quelque chose en elle, quelque chose de profond, d'instinctif, quelque chose qui dépassait la logique, reconnaissait cet homme. Pas son visage, pas sa voix, mais son essence, son âme. « Je te connais », hurlait son cœur. « Je ne sais pas comment, mais je te connais. »« D'accord », chuchota-t-elle. François sembla sur le point de s'effondrer de soulagement. Il enleva rapidement son manteau, un vêtement qui coûtait probablement plus que tout ce que Lucie avait possédé dans sa vie, et le drapa sur ses épaules. « La voiture est juste là. On va aller dans un endroit au sec. Un café. Montparnasse. C'est pas loin, s'il vous plaît. » Il ramassa le panier vide de Lucie, ignorant les marguerites éparpillées. D'un geste presque révérencieux, il la guida vers le Mercedes. Ouvrant la portière arrière comme si elle était faite de cristal, l'intérieur sentait le cuir et une eau de Cologne masculine subtile. Lucie s'enfonça dans le siège, le manteau encore sur ses épaules. La chaleur commençant enfin à pénétrer ses os gelés, François monta à côté d'elle, plutôt qu'à l'avant. Geste inhabituel qui n'échappa pas à Lucie, le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au visage impassible, démarra sans un mot. Pendant tout le trajet, François ne cessa de la regarder, pas de manière intrusive ou effrayante, plutôt comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il détournait les yeux ne serait-ce qu'une seconde. Lucie, elle, fixait ses mains sur ses genoux, des mains calleuses, abîmées par le froid et le travail, si différentes de celles de cet homme aux ongles parfaitement entretenus. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. « Lucie. » Sa voix était à peine audible. « Lucie Morel. » Elle vit ses poings se serrer sur ses cuisses. « Morel » répéta-t-il comme si ce nom lui faisait mal. « Pas Delcourt, Delcourt. » Donc c'était son nom à lui. « Je ne connais pas ce nom, » avoua-t-elle. « On m'a donné Morel à l'orphelinat. Je ne sais pas quel était mon vrai nom de famille, si j'en avais un. » François ferma les yeux. Une larme, une seule, roula sur sa joue. Il l'essuya rapidement, comme s'il avait honte. « L'orphelinat, » murmura-t-il. « Lequel ? » « Saint-Vincent, dans le 19e. » Elle hésita. « Pourquoi vous me demandez ça ?» Il ne répondit pas tout de suite. Le Mercedes glissait dans les rues de Paris, traversant des quartiers que Lucie connaissait par cœur, mais qu'elle voyait maintenant d'un angle différent, de l'intérieur, du côté des privilégiés. Parce que, dit-il enfin, sa voix tremblant dangereusement, j'ai cherché dans tous les orphelinats de Paris pendant 20 ans. Le café où ils s'arrêtèrent était un de ces établissements élégants de Montparnasse, avec des banquettes en velours rouge et des serveurs en gilet noir, le genre d'endroit où Lucie n'aurait jamais osé entrer dans des circonstances normales, mais rien dans cette journée n'était normal. François commanda 2 chocolats chauds sans même consulter Lucie. Quand ils arrivèrent, fumant et surmontés de crème fouettée, elle enroula ses mains autour de la tasse comme si c'était une bouée de sauvetage. « Vous aviez 3 ans ?» commença François sans préambule. Sa voix était plus ferme maintenant, mais ses yeux restaient hantés. « Sur cette photo, 3 ans et demi, exactement. » Lucie but une gorgée de chocolat, sentant la chaleur sucrée glisser dans sa gorge. « Comment vous savez ça ? » ?»« Parce que c'était à votre anniversaire. » Il sortit son téléphone, zooma sur la photo. « Regardez, là, en arrière-plan, vous voyez les ballons roses, le gâteau en forme de licorne. » Lucie plissa les yeux. Effectivement, derrière la petite fille, derrière elle, on distinguait vaguement une décoration de fête. « C'était votre 3e anniversaire, » continua François, et maintenant sa voix se brisait à nouveau. « La dernière fois que je vous ai vu, la dernière fois que je vous ai tenu dans mes bras, la dernière fois... » Il ne termina pas sa phrase. N'en eut pas besoin. Lucie posa sa tasse, les mains tremblantes. « Vous êtes en train de me dire que vous êtes votre père. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. « Je suis votre père, Lucie. Et on vous a arraché à moi il y a 20 ans. » Le café continua à bourdonner autour d'eux. Des conversations légères, des rires, le tintement des cuillères contre la porcelaine. La vie normale, la vie ordinaire.
pendant que le monde de Lucie s'effondrait et se reconstruisait simultanément. Comment ? C'était tout ce qu'elle parvenait à dire. Comment c'est possible ? François respira profondément, ses mains agrippant sa propre tasse, comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré à la réalité. C'est une longue histoire, dit-il. Une histoire douloureuse, mais vous méritez de la connaître. Vous méritez de savoir la vérité. Et il commença à parler. Son nom était Hélène. François prononça ces mots comme une prière. Ses yeux se perdirent dans le vide, voyageant vers un passé que Lucie ne connaissait pas. Hélène Ruiz. Elle est devenue Hélène Delcourt quand on s'est mariés. Un sourire triste étira ses lèvres. Elle était magnifique, pas juste physiquement son âme. Elle avait cette façon de voir le monde, comme si tout méritait d'être célébré. Les petites choses, une fleur, un rayon de soleil, une chanson à la radio. Lucie écoutait, paralysée. Chaque mot tombait sur elle comme une goutte de pluie, créant des ondulations dans l'eau stagnante de son existence. On s'est rencontrés à la Sorbonne. Elle étudiait la littérature, moi l'architecture. François but une gorgée de son chocolat, mais on voyait bien qu'il ne le goûtait pas vraiment. Coup de foudre, comme on dit. 6 mois plus tard, on était mariés. Mes parents trouvaient qu'on allait trop vite, mais on s'en fichait. Quand on sait, on sait. Ma mère, murmura Lucie, testant le mot sur sa langue. Il semblait étrange, étranger. Hélène était ma mère. Oui, la voix de François se brisa. Elle est tombée enceinte 3 ans après notre mariage. On était fous de joie. Elle voulait une fille. Elle disait qu'elle l'appellerait Lucie, comme la lumière. Lucie. Donc, ce n'était pas un nom donné au hasard par une assistante sociale désintéressée. C'était son nom, celui que sa mère avait choisi pour elle. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé ? François ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. La leucémie, le mot tomba comme une sentence. On l'a découvert quand elle était enceinte de 6 mois. Les médecins voulèrent qu'elle avorte pour commencer le traitement immédiatement, mais elle a refusé. Elle disait qu'elle te sentirait bouger, que tu étais déjà une personne, que tu méritais ta chance. Lucie porta la main à sa bouche. Ma mère est morte pour moi. Elle a tenu jusqu'à l'accouchement. Tu étais parfaite, 3 kg 2, des cheveux noirs comme les siens, et ses yeux. François la regarda intensément. Ces mêmes yeux châtains qui me regardent maintenant. Il marqua une pause, avalant difficilement. Après ta naissance, elle a commencé le traitement, chimio, radiothérapie, tout ce qu'il pouvait essayer. Pendant 3 ans, elle s'est battue comme une lionne. Un sourire douloureux. Elle voulait te voir grandir, te voir entrer à l'école, te voir devenir femme. Elle se battait pour chaque jour supplémentaire avec toi. Lucie sentit les larmes couler sur ses joues sans pouvoir les arrêter. Elle chantait pour toi tout le temps, des comptines françaises, des chansons de variété. François ferma les yeux. Au clair de la lune, c'était ta préférée. Elle l'a chantée en te berçant près du piano. Le piano blanc, le souvenir explosa dans l'esprit de Lucie avec une clarté soudaine. Une pièce baignée de lumière, un piano blanc immaculé et une voix douce, infiniment douce, qui chantonnait, l'odeur de la vanille, le parfum d'Hélène, certainement. Je me souviens, souffla-t-elle, choquée. Je me souviens du piano et de l'odeur, comme des biscuits. François la regarda comme si elle venait de lui offrir le plus beau des cadeaux. Elle faisait des sablés à la vanille, tout le temps. La maison en était remplie. Sa voix tremblait. Tu te souviens vraiment ? Des fragments, juste, des impressions. Lucie essuya ses larmes. Comment elle est morte. Le visage de François se ferma. 3 semaines après ton 3e anniversaire, il sortit à nouveau son téléphone, caressa l'écran du doigt. Cette photo a été prise ce jour-là. Hélène était déjà très faible, mais elle avait insisté pour organiser une fête. Juste nous 3 et sa sœur. Sa sœur. Véronique, le nom sortit comme du venin. Véronique Ruiz. Quelque chose dans le ton de François fit frissonner Lucie. Les derniers jours, Hélène était terrifiée. François fixait sa tasse maintenant, incapable de regarder Lucie en face. Pas de mourir. Elle avait fait la paix avec ça. Mais elle avait peur pour toi. Peur que je ne sache pas m'en sortir seule. J'étais déjà submergée par l'entreprise, par les factures médicales, par tout. Il se passa la main sur le visage. Véronique a exploité cette peur.
Elle murmurait à sa sœur que j'étais trop instable, trop occupée, trop insuffisant pour être père célibataire. L'amertume suintait de chaque mot. Elle a convaincu Hélène que tu serais mieux avec elle, juste temporairement, bien sûr, le temps que je me remette. Mais Hélène est morte 2 jours plus tard. François serra les poings. Et Véronique a refusé de te rendre. Elle prétendait que c'était ce qu'Hélène voulait, que j'étais inapte. Elle a falsifié des documents, soudoyé des témoins, utilisé ses connexions. Pourquoi ? Demanda Lucie, horrifiée. Pourquoi elle aurait fait ça ? Jalousie, contrôle, qui sait ? François haussa les épaules avec lassitude. Véronique a toujours été compliquée. Elle n'a jamais accepté qu'Hélène m'épouse. Elle pensait que j'étais indigne de sa sœur. Et quand Hélène est morte, c'était sa façon de me punir, de me prendre ce qui restait d'elle. Le silence retomba entre eux. Autour, le café continuait sa vie normale. Un couple riait à la table voisine. Un serveur nettoyait un verre. La normalité. L'indifférence du monde face à la tragédie individuelle. Je me souviens d'avoir été arrachée de quelqu'un, murmura soudain Lucie. Je ne savais pas que c'était un souvenir réel. Je croyais que c'était un cauchemar. Quelqu'un me tenait, et puis des mains froides m'ont prise. J'ai crié tellement fort. François enfouit son visage dans ses mains. C'était moi. Je te tenais. Tu ne voulais pas la laisser t'emmener. Tu t'accrochais à mon cou en pleurant. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. Elle a dit qu'elle appellerait la police si je ne te lâchais pas, que je te faisais du mal en m'accrochant à toi, que c'était de l'égoïsme. Mon Dieu, j'ai essayé de me battre. François releva la tête, et Lucie vit qu'il pleurait maintenant ouvertement. J'ai embauché des avocats, les meilleurs. Mais Véronique était bien préparée. Elle avait des témoignages disant que j'étais dépressif, que je buvais, que j'étais négligent. Tous des mensonges. Mais le juge l'a cru. Et le collier. Je te l'avais offert pour ton premier anniversaire. François sortit un mouchoir, s'essuya les yeux. Une petite lune en argent, parce qu'Hélène t'appelait ma petite fille de la lune. Tu ne le quittais jamais. Et même pour dormir, Véronique me l'a enlevé. Le souvenir était net maintenant, comme une blessure rouverte. Elle disait qu'il fallait oublier, que le passé était mort. Elle t'a emmené, continua François d'une voix morne. Et pendant 2 ans, j'ai continué à me battre. Puis un jour, j'ai reçu un appel. Véronique avait quitté le pays, Espagne, mariée à un industriel madrilène. Et toi, sa voix se brisa complètement. Toi, elle t'avait abandonné dans un orphelinat, comme si tu n'étais rien, comme si tu ne méritais même pas qu'elle te garde après t'avoir volé. Lucie ne pouvait plus respirer. 20 ans de questions, 20 ans de douleur. Et maintenant, des réponses qui faisaient encore plus mal que l'ignorance. J'ai cherché partout, dit François. Tous les orphelinats, tous les foyers, mais les dossiers étaient incomplets, falsifiés. Ton nom avait été changé, Morel au lieu de Delcourt, ton histoire, réécrite, comme si notre famille n'avait jamais existé. Il prit son téléphone, regarda la photo une dernière fois. Cette photo était tout ce qui me restait de toi. Pendant 20 ans, je l'ai regardée chaque jour, imaginant à quoi tu ressemblerais en grandissant, si tu étais heureuse, si tu te souvenais de nous, si tu étais même encore en vie. Lucie tendit la main à travers la table, hésita, puis posa ses doigts sur ceux de François. Ils étaient chauds, solides, réels. « Je suis là », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis là maintenant. » François serra sa main comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « C'est vous », demanda-t-il encore, comme s'il avait besoin de l'entendre. « C'est vraiment vous, ma petite fille de la lune. » Lucie porta la main à son cœur, là où résidait cette certitude inexplicable qui l'avait poussée à monter dans sa voiture. Je sens que oui, et dans le petit café de Montparnasse, sous les lumières tamisées et le murmure des conversations, 2 âmes brisées commencèrent lentement, douloureusement, à se reconnaître. Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine se fit dans un silence presque religieux. Lucie regardait défiler Paris par la vitre, mais pour la première fois de sa vie, elle ne voyait pas vraiment la ville. Son esprit tournait en boucle sur tout ce que François venait de lui révéler. Ma mère s'appelait Hélène. Elle est morte pour me donner la vie. J'ai été volée. J'ai un père. Ces mots résonnaient en elle comme des cloches d'église, lourds de signification.
Quand le Mercedes franchit les grilles du manoir Delcourt, Lucie retint son souffle. La propriété s'étendait derrière de hauts murs de pierre couverts de lierre. Invisible depuis la rue, l'allée serpentait entre des pelouses parfaitement entretenues et des arbres centenaires. Au bout, la demeure se dressait. 3 étages de pierre claire, de grandes fenêtres à carreaux, des volets bleu foncé, élégantes, imposantes, intimidantes. C'était la maison d'Hélène, dit François doucement. Elle l'a héritée de ses grands-parents. On y a emménagé juste après le mariage. Ma maison, pensa Lucie avec vertige. J'ai vécu ici. Le chauffeur s'arrêta devant le perron. François descendit rapidement, contourna la voiture pour ouvrir la portière de Lucie. Elle sortit lentement, ses pieds nus touchant le gravier fin de l'allée. Ça lui semblait irréel. Hier encore. Elle dormait sur un matelas usé dans une chambre partagée avec 3 autres filles. Et maintenant, venez, dit François avec douceur. Vous devez être épuisée et gelée. L'intérieur du manoir était exactement ce qu'on pouvait imaginer. Parquet de chêne qui craquait sous les pas, moulures au plafond, escalier majestueux avec rampes sculptées. Mais ce qui frappa Lucie, c'était l'atmosphère. Malgré la beauté des lieux, quelque chose de mélancolique flottait dans l'air, comme une maison qui avait cessé de vivre il y a longtemps. Madame Laurent s'occupe de l'entretien, expliqua François en accrochant son manteau. Elle vient tous les jours, mais elle est partie pour la soirée. Il hésita. Je vis ici seule depuis 20 ans. 20 ans dans cette immense maison, seule avec ses fantômes. Lucie le suivit à travers un couloir tapissé de photos en noir et blanc. Des portraits de famille, supposa-t-elle. Elle s'arrêta devant l'un d'eux. Une femme magnifique aux longs cheveux noirs, sourire radieux, tenait un bouquet de pivoine. « Hélène », murmura-t-elle, « le jour de notre mariage. » François s'approcha, contemplant la photo avec une tendresse infinie. Elle aimait les pivoines. Chaque printemps, elle en plantait de nouvelles dans le jardin. Lucie chercha des ressemblances. Les cheveux, peut-être, la forme du visage, mais c'était difficile à dire. Comment retrouver sa mère dans un visage qu'on ne se souvenait pas avoir connu? François la guida vers le salon principal. Et là, Lucie s'immobilisa. Le piano, un piano à queue blanc, trônait près de la baie vitrée qui donnait sur le jardin, exactement comme dans ses souvenirs fragmentés. Elle ne parvint pas à terminer sa phrase. « Tu veux t'approcher ?»« Tu ?» Il avait dit « tu ». Plus de vouvoiement. Quelque chose dans la poitrine de Lucie se serra douloureusement. Elle s'avança lentement, presque avec révérence. Ses doigts effleurèrent les touches d'ivoire. Une image lui traversa l'esprit, fugace, floue, des mains plus grandes guidant les siennes sur le clavier. « Elle t'apprenait à jouer », dit François derrière elle. « Tu étais trop petite pour vraiment apprendre, mais tu aimais appuyer sur les touches. Elle disait que tu avais l'oreille musicale. » Lucie pressa une touche. Le son résonna dans le salon silencieux, mélancolique et pur. « Je ne me souviens presque de rien », avoua-t-elle, la voix tremblante. « Juste des sensations, des odeurs, des impressions. C'est normal. Tu avais 3 ans. » François s'assit dans un fauteuil, soudain l'air épuisé. Mais peut-être qu'en étant ici, d'autres souvenirs reviendront. Un silence confortable s'installa. Lucie continuait d'explorer le salon du regard. Tout ici respirait le bon goût et l'argent ancien, mais aussi l'abandon, comme si François vivait dans un musée dédié à sa famille disparue, plutôt que dans une vraie maison. « Vous, tu », se corrigea-t-elle maladroitement, « tu vis vraiment ici tout seul. » « Oui », François haussa les épaules. « Mes associés m'ont dit 1000 fois de vendre, de recommencer ailleurs, mais je ne pouvais pas, c'est le seul endroit où je te sens encore présente, où Hélène est encore présente. Ça doit être dur. » Chaque jour, il la regarda intensément. Mais aujourd'hui, pour la première fois en 20 ans, cette maison ne me semble plus un tombeau. Lucie sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle détourna le regard, gênée de cette émotion qui la submergeait constamment depuis leur rencontre. « Je devrais te montrer ta chambre, » dit François en se levant. « Enfin, ta chambre d'enfant, je l'ai gardée exactement comme elle était. » Ils montèrent l'escalier, au 2e étage. François ouvrit une porte au bout du couloir. Lucie entra, et son cœur se serra. La chambre était figée dans le temps. Murs rose pâle, lit à baldaquin avec des voilages blancs, étagères remplies de peluches et de livres d'enfants, des dessins encadrés au mur, gribouillis enfantins,
qui disait « Maman et papa » en lettres maladroites. Un cheval à bascule dans un coin. Une petite commode surmontée d'une veilleuse en forme de lune. « C'est un sanctuaire », murmura-t-elle. « C'est ton histoire », corrigea François. « Tout ce qui reste de tes premières années, je ne voulais pas l'effacer. Au cas où un jour, au cas où je revenais, » Lucie s'approcha de la commode, ouvrit doucement un tiroir, des petits vêtements d'enfant, soigneusement pliés, une robe à smock rose, un pull en laine blanche, des chaussettes minuscules avec des petits nœuds. Hélène les avait tricotées elle-même, dit François. Pendant sa grossesse et après, elle adorait tricoter. Ça la calmait entre les traitements. Lucie referma le tiroir, submergée. C'était trop d'émotions, trop de réalité, trop de vie qu'elle avait perdue. « Je suis désolée », dit-elle soudain, se retournant vers François. « Je suis désolée que ça te soit arrivé, que cette femme t'ait volé ta fille, que tu aies dû chercher pendant 20 ans. » François traversa la chambre et prit ses mains dans les siennes. « Ne t'excuse jamais pour ce que d'autres t'ont fait. » Sa voix était ferme. « Rien de tout ça n'est ta faute. Tu étais une enfant, une victime. Mais maintenant je suis là, et je ne sais même pas si je suis vraiment elle. » Lucie sentit la panique monter. « Et si je n'étais qu'une fille qui te ressemble? Et si c'était juste une coïncidence? Tu vas être déçue? Et moi j'aurais cru pendant quelques heures que j'avais enfin un père. Et... » « Stop !» François la tint par les épaules. « Regarde-moi. » Elle leva les yeux vers lui, tremblante. « Je sais que c'est toi. Pas juste à cause de la photo ou du collier. Je le sais. » Il posa la main sur son cœur. « Ici, comme toi tu le sais aussi. Mais il faut des preuves, » souffla Lucie. « Des vraies preuves. Un test ADN ou quelque chose. Et on le fera. » François acquiesça. « Demain matin, j'appelle mon avocat. On lance toutes les procédures nécessaires. Test ADN, recherche dans les registres, tout. Mais Lucie... » Il la regarda avec une intensité brûlante. « Même si pour une raison absurde le test revenait négatif, ce qui n'arrivera pas, tu resterais ma fille, parce que tu l'es déjà, dans tous les sens qui comptent vraiment. » Les larmes coulèrent librement maintenant sur les joues de Lucie. « Je ne sais pas comment faire ça. » Admit-elle. « Comment être ta fille? Comment vivre dans un endroit comme ici? Je ne sais que survivre dans la rue. Je ne sais que me méfier et me battre, et... Alors on apprendra ensemble. » François la tira dans une étreinte hésitante. « J'ai raté 20 ans. Je ne sais pas être père d'une jeune femme. Juste père d'une petite fille de 3 ans. Mais on va trouver notre chemin, d'accord ?» Lucie s'autorisa à s'appuyer contre lui. C'était étrange, nouveau, un peu effrayant, mais aussi réconfortant d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. « D'accord », murmura-t-elle contre son épaule. Ils restèrent ainsi un long moment, deux étrangers qui n'en étaient pas vraiment, dans une chambre d'enfant figée dans le temps, essayant de réparer ce que 20 ans avaient brisé. Dehors, la nuit tombait sur Neuilly-sur-Seine, et quelque part en Espagne, dans une villa luxueuse de Madrid, un téléphone sonnait. Véronique Ruiz regardait l'écran avec agacement. Un de ses contacts parisiens. Pourquoi l'appelait-il à cette heure? Elle décrocha, et en écoutant ce qu'on lui disait, son visage devint livide. François Delcourt avait retrouvé la petite. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Lucie avait franchi les portes du manoir Delcourt. 3 jours étranges, suspendus hors du temps, où elle s'était réveillée chaque matin dans un lit trop grand, entre des draps trop doux, dans une chambre trop belle pour être réelle. François avait été d'une patience infinie. Il ne la forçait à rien, ne posait pas trop de questions, lui laissait explorer la maison à son rythme. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans la véranda. Croissants frais, café au lait, jus d'orange pressé, des choses simples qui pour Lucie représentaient un luxe inimaginable. L'avocat était venu la veille. Maître Arnaud, un homme aux tempes grises et au regard perçant, avait pris des échantillons pour le test ADN. 2 semaines maximum, avait-il promis. En attendant, il lançait des recherches dans les registres, contactait l'orphelinat Saint-Vincent, reconstituait le puzzle. Lucie commençait presque à croire que tout pourrait s'arranger, que 20 ans de cauchemar pourraient se terminer par un réveil doux dans cette maison pleine de souvenirs endormis. Elle aurait dû savoir que rien n'était jamais si simple. Ce matin-là,
Elle se promenait dans le jardin. Avril commençait à déployer ses couleurs, les cerisiers en fleurs, les tulipes écarlates, l'herbe d'un vert éclatant après la pluie de la semaine précédente. Elle s'était arrêtée près d'un massif de pivoine, se souvenant de ce que François avait dit sur Hélène. Ma mère les aimait. C'était encore difficile à dire. Ma mère, comme si ces mots appartenaient à quelqu'un d'autre, à une fille qui aurait eu une vie normale. Touchant, la voix claqua derrière elle comme un fouet, froide, coupante, venimeuse. Lucie se retourna brusquement. Une femme se tenait sur la terrasse, descendant les marches avec une élégance calculée, la cinquantaine élégante, tailleur Chanel crème, talons Louboutin, sac Hermès au creux du coude, cheveux châtains coiffés en chignon impeccable, maquillage discret mais parfait, le genre de femme qui appartenait naturellement à ce monde de luxe et de privilèges, mais c'étaient ses yeux qui glacèrent le sang, verts et froids comme ceux d'un reptile. « Qui êtes-vous » demanda Lucie, reculant instinctivement. La femme sourit, un sourire sans chaleur, juste un étirement des lèvres. « Oh, ma chérie, tu ne me reconnais pas. » Elle s'approcha lentement, évaluant Lucie de la tête aux pieds comme on jaugerait du bétail. « Bien sûr que non, tu étais si petite. » Le cœur de Lucie fit un bond dans sa poitrine. « Véronique, ravie que François t'ait parlé de moi. » Elle s'arrêta à 2 mètres, croisant les bras. « J'imagine qu'il a dû te raconter sa version des événements, toujours si doué pour se poser en victime. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est aussi ma maison, figure-toi. » Véronique regarda le manoir avec quelque chose qui ressemblait à de la nostalgie amère. « Ma sœur a grandi ici. J'y ai passé tous mes étés d'enfance. J'ai plus de légitimité à être ici que François. Il ne vous a pas invité. » « Ah, mais il n'a pas besoin de le faire. » Le sourire de Véronique s'élargit. « J'ai gardé mes clés. » La porte-fenêtre de la bibliothèque s'ouvrit violemment. François apparut, le visage déformé par la rage. « Sors d'ici, immédiatement !»« Bonjour, François. » Véronique ne se démonta pas. « Toujours aussi charmant. 20 ans, et tu n'as pas changé. Toujours ce tempérament explosif qui effrayait tant ma pauvre Hélène. » François descendit les marches 4 à 4. « Ne prononce pas son nom. Tu n'en as pas le droit. C'était ma sœur. » Pour la première fois, une fêlure apparut dans l'armure de Véronique. « Ma sœur que tu as tuée avec ta grossesse irresponsable alors qu'elle était malade. » « Elle n'était pas malade quand elle est tombée enceinte, » rugit François. « Et elle voulait ce bébé. C'était son choix. Un choix qu'elle n'aurait jamais fait si tu ne l'avais pas manipulée. » Véronique se tourna vers Lucie. « Il t'a raconté qu'il était le gentil papa dépossédé de son enfant. N'est-ce pas ? Qu'il me cherchait désespérément. » Lucie resta silencieuse, prise entre les 2 adultes comme dans un piège. « La vérité, ma chérie, » continua Véronique d'une voix doucereuse, « c'est que François était un épave après la mort d'Hélène. Il buvait, il hurlait, il disparaissait pendant des jours pour ses chantiers. Hélène m'avait fait promettre de te protéger si ça tournait mal. Mensonge. » François tremblait de rage. « Tu as falsifié des documents, tu lui as menti sur son lit de mort, tu lui as fait croire que j'étais dangereux pour forcer sa main. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger cet enfant d'un père instable. » Véronique haussa les épaules. « Et j'ai eu raison. Regarde ce que tu es devenu. Un homme qui vit seul dans un mausolée, obsédé par le passé. Et toi, la voix de François était mortelle. Qu'est-ce que tu as fait de Lucie après me l'avoir volée ? Tu l'as gardée précieusement. Tu as joué à la tante aimante. » Le visage de Véronique se durcit. Elle était ingérable. Le silence qui suivit était assourdissant. « Ingérable !» répéta François, incrédule. Elle pleurait constamment, réclamait son papa, son piano, sa chambre. Véronique agita la main avec agacement. « J'avais une vie à Madrid, un mari, des obligations sociales. Je ne pouvais pas supporter ces crises. » Lucie sentit quelque chose se briser en elle. Cette femme parlait d'elle comme d'un animal domestique encombrant. « Alors tu l'as jetée ?» François avança vers Véronique, menaçant. « Tu as détruit une famille, arraché une enfant à son père, et quand elle ne te convenait plus, tu l'as jetée comme une ordure dans un orphelinat. C'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. » Véronique recula d'un pas malgré elle. Un environnement structuré, des professionnels. Tu l'as abandonnée. La voix de François résonna dans tout le jardin. Tu l'as abandonnée sous un faux nom pour que je ne puisse jamais la retrouver. Parce que tu n'étais pas apte. J'étais son père. Lucie porta les mains à ses oreilles.
Submergée, c'était trop de vérité, trop de haine, trop de douleur concentrée dans ce jardin qui devrait être paisible. « Arrêtez », murmura-t-elle. Ni François ni Véronique ne l'entendirent. « Tu m'as volé 20 ans avec ma fille. » François était maintenant à quelques centimètres de Véronique. 20 ans où elle a cru être abandonnée, 20 ans où j'ai cru l'avoir perdue à jamais. « Arrêtez !» cria Lucie plus fort. Ils se tournèrent vers elle. Elle tremblait, les joues striées de larmes. « Je me souviens » dit-elle d'une voix brisée, regardant Véronique. « Je me souviens de vos mains froides, de votre voix qui disait que papa ne voulait plus de moi, que j'étais une mauvaise fille. » Le visage de Véronique ne trahit aucune émotion. « Tu te souviens de ce que tu veux te souvenir ?»« Je me souviens de vous » insista Lucie, quelque chose de dur se formant dans sa poitrine. « Je me souviens du jour où vous m'avez laissée à Saint-Vincent. Vous m'avez dit que quelqu'un viendrait me chercher, que ce n'était que temporaire. J'ai attendu sur ce banc pendant des heures. Personne n'est venu. Pour la première fois, Véronique sembla mal à l'aise. Tu étais mieux là-bas qu'avec lui. J'étais une enfant de 3 ans qui venait de perdre sa mère et qu'on arrachait à son père. » La voix de Lucie monta malgré elle. Comment j'aurais pu être mieux n'importe où que dans les bras de quelqu'un qui m'aimait ? Véronique la regarda longuement, et quelque chose de terrible passa dans ses yeux verts. Tu n'étais que la fille bâtarde de ma sœur. Les mots tombèrent comme des pierres. Hélène aurait dû m'écouter et se faire avorter. Elle serait encore en vie. François saisit Véronique par le bras, la forçant à se tourner vers lui. « Sors, maintenant, avant que j'appelle la police. »« Appelle-les !» Véronique se dégagea violemment. « Je leur dirai que tu as kidnappé une jeune fille vulnérable, que tu profites de sa situation précaire. Tu crois que qui ils vont croire ? Un riche entrepreneur célibataire ou une femme respectable qui s'inquiète pour sa nièce ? J'ai des preuves. Le test ADN sera prêt dans 2 semaines. 2 semaines, répéta Véronique avec un sourire glacial. Beaucoup peut se passer en 2 semaines, François. Tu le sais aussi bien que moi. Elle tourna les talons, remontant vers la maison avec son élégance intacte. J'ai déjà détruit tout ce que tu aimais, lança-t-elle par-dessus son épaule. Et je recommencerai. Puis elle disparut dans le manoir. François se précipita vers Lucie qui tremblait toujours. Ça va, elle t'a fait du mal. Lucie secoua la tête, incapable de parler. Dans la maison, ils entendirent une porte claquer. Véronique était partie, mais son poison restait, suintant dans l'air comme un gaz toxique. « Elle va essayer de nous séparer », murmura Lucie. François la prit dans ses bras. « Je ne la laisserai pas faire, plus jamais. » Mais dans ses yeux, Lucie vit la même peur qui l'habitait. Véronique Ruiz n'avait pas dit son dernier mot. Les jours suivants se transformèrent en cauchemars éveillés. Ça commença subtilement. Un article dans un journal People. Un magnate de la construction héberge une jeune sans-abri, philanthropie ou autre chose. Pas de nom, mais suffisamment de détails pour que ceux qui connaissaient le François fassent le lien. Puis une assistante sociale se présenta au manoir, Madame Fournier, une femme sèche aux lèvres pincées, qui posa des questions sur la nature de la relation entre François et Lucie, combien de temps elle comptait rester, si elle se sentait en sécurité. Les sous-entendus étaient clairs et répugnants. « C'est ma fille », répétait François, la mâchoire serrée. « Nous attendons les résultats du test ADN. » « Bien sûr », répondait Madame Fournier avec un sourire qui n'en était pas un. « En attendant, nous devons nous assurer du bien-être de Mademoiselle Morel. » Lucie voyait François se décomposer un peu plus chaque jour. Les cernes sous ses yeux s'approfondissaient. Il ne dormait plus. Passait des heures au téléphone avec Maître Arnaud, essayant de contrer les attaques invisibles de Véronique, car c'était elle, évidemment, qui d'autre aurait eu l'influence nécessaire pour orchestrer cette campagne de diffamation, qui d'autre aurait eu intérêt à les séparer, 1 semaine après sa visite au manoir. Les choses s'aggravèrent. Des journalistes campaient devant les grilles. Pas beaucoup, 3 ou 4, mais suffisamment pour rendre toute sortie impossible sans être harcelés de questions. « Mademoiselle, êtes-vous retenue contre votre gré ? Monsieur Delcourt, que répondez-vous aux accusations ? » Accusations, quel mot terrible. Lucie se terrait dans sa chambre, regardant par la fenêtre ces vautours qui attendèrent leur proie. Elle, qui avait vécu dans l'invisibilité totale pendant 23 ans, se retrouvait soudain sous les projecteurs pour les pires raisons. « Je ruine ta vie », dit-elle un soir à François. Ils étaient dans la bibliothèque, lui devant un verre de whisky qu'il ne buvait pas vraiment. Elle recroquevillait dans un fauteuil trop grand. « Quoi ?» François leva la tête, surpris. Véronique avait raison.
Les mots sortaient difficilement. Je t'apporte que des problèmes. Ton entreprise, ta réputation, tout ça est en train de s'effondrer à cause de moi. Lucie, non. Si. Elle se leva, incapable de rester assise. Peut-être que je devrais partir, disparaître comme avant, au moins. Tu retrouverais ta vie normale. François traversa la pièce si rapidement qu'elle sursauta. Il la prit par les épaules, la forçant à le regarder. Écoute-moi bien. Sa voix tremblait d'émotion contenue. Je n'ai pas eu de vie normale depuis 20 ans. Je survivais. J'existais. Mais je ne vivais pas. François. Non. Laisse-moi finir. Ses mains se resserrèrent légèrement. Quand je t'ai vu sur ce boulevard, quand j'ai compris qui tu étais, pour la première fois depuis la mort d'Hélène, j'ai senti mon cœur se remettre à battre. Vraiment battre. Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. Tu es ma fille. François la regarda avec une intensité brûlante. Ma fille, tu comprends ce que ça signifie. Ça signifie que je donnerai tout. Mon entreprise, ma réputation, cette maison, ma vie entière, pour une seule journée de plus avec toi. Mais Véronique est une manipulatrice. Le dégoût suintait de sa voix. Elle essaie de nous séparer en jouant sur tes peurs et ma culpabilité. C'est exactement ce qu'elle a fait avec Hélène. Lucie essuya ses larmes rageusement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On reste enfermé ici en attendant que le monde entier nous haïsse. On se bat. François la lâcha, retournant vers son bureau. Maître Arnaud a des contacts. On va contre-attaquer, prouver que c'est elle qui a falsifié des documents, qui t'a abandonné. Elle ne s'en sortira pas. Mais dans sa voix, Lucie détectait quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Du doute. Cette nuit-là, Lucie ne parvint pas à dormir. Elle tournait et retournait dans le grand lit, le poids de la situation écrasant sa poitrine. Par la fenêtre, elle voyait la silhouette sombre des arbres du jardin, les étoiles pâles au-dessus de Paris. « Je n'appartiens pas à ce monde », pensa-t-elle. « Je suis une fille de la rue. Je dors mieux sur un carton que dans des draps en soie. Qu'est-ce que je fais ici, vers 3 heures du matin ?» Elle prit une décision. Elle devait partir. Pas pour toujours. Juste, jusqu'à ce que les choses se calment. Jusqu'à ce que les résultats du test ADN arrivent et prouvent qu'elle était vraiment Lucie Delcourt. Alors Véronique ne pourrait plus rien faire. Alors tout redeviendrait simple. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Elle s'habilla silencieusement. Jean, pull, les nouvelles chaussures que François avait insisté pour lui acheter, prit le sac à dos qu'il lui avait aussi offert, n'emporta presque rien. Elle n'avait jamais eu grand-chose de toute façon, juste avant de sortir. Elle hésita. Devrait-elle laisser un mot? Expliquer? Non. Si elle expliquait, François comprendrait où elle comptait aller, et il viendrait la chercher. Il se mettrait encore plus en danger. Elle descendit l'escalier, évitant les marches qui craquaient, compétence acquise dans les foyers, où il fallait échapper aux surveillants la nuit. La maison dormait. Même Madame Laurent, qui logeait dans l'aile des domestiques, ne se manifesta pas. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. François faisait confiance au système de sécurité électronique. Lucie la franchit, son cœur battant si fort qu'elle avait peur qu'il la trahisse. Le jardin était plongé dans l'obscurité. Les journalistes étaient partis pour la nuit. Le portail principal était fermé, mais Lucie connaissait un passage. Elle l'avait repéré quelques jours plus tôt, par habitude. Un endroit où le mur était plus bas, où on pouvait grimper. Elle était à mi-chemin de l'allée, quand une voix s'éleva derrière elle. « Tu croyais vraiment pouvoir partir comme ça ?» Lucie se figea, le sang glacé dans ses veines. François se tenait sur le perron, silhouette sombre dans la lumière qui filtrait du hall. Il portait juste un pantalon de pyjama et un t-shirt, pieds nus, les cheveux en bataille. Il avait l'air brisé. Lucie ne savait pas quoi dire. « Tu allais partir. » Ce n'était pas une question. François descendit lentement les marches. Sans un mot, sans explication, comme si ces 2 dernières semaines n'avaient rien signifié. C'est pas ça. Les larmes jaillirent immédiatement. C'est juste que je voulais te protéger. Me protéger. François laissa échapper un rire sans joie. En me laissant me réveiller demain matin et découvrir que tu as disparu. En me laissant croire que j'ai perdu ma fille une 2e fois. Je comptais revenir. Quand le test. François s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Tu crois vraiment que c'est juste une question de test ADN, Lucie ? Je m'en fous des résultats. Je sais qui tu es. Mais les gens, Véronique, ta réputation. Je m'en fous. » La voix de François monta,
résonnant dans le jardin silencieux. Tu comprends pas? Je me fous de tout ça. La seule chose qui compte, c'est toi. Lucie laissa tomber son sac, submergée. Mais pourquoi? Sanglota-t-elle. Pourquoi tu t'accroches à moi comme ça? On se connaît depuis 2 semaines. 2 semaines. Peut-être que Véronique a raison. Peut-être que je suis juste une fille de la rue qui te ressemble vaguement et que tu projettes. Arrête. François la rejoignit en quelques enjambées. Arrête de répéter ces mensonges. Il s'agenouilla devant elle, un geste si inattendu que Lucie en eut le souffle coupé. Quand Hélène est morte, dit-il d'une voix rauque, j'ai voulu mourir aussi. Chaque jour pendant 20 ans, je me suis réveillée en me demandant pourquoi je continuais. Et tu sais ce qui m'a maintenue en vie. Lucie secoua la tête, incapable de parler. L'espoir de te retrouver. Il prit ses mains dans les siennes. L'espoir qu'un jour, quelque part, je croiserai une jeune femme avec tes yeux, que je saurai, que je pourrais enfin être ton père. François, ne me laisse pas de nouveau. Des larmes coulèrent maintenant sur son visage. S'il te plaît, je sais que j'ai pas le droit de te demander ça. Je sais que je suis presque un étranger pour toi. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas. Lucie s'effondra, tombant à genoux face à lui. Ils s'agrippèrent l'un à l'autre dans l'obscurité du jardin. 2 naufragés accrochés au même bout de bois, dans une mer déchaînée. « J'ai peur !» murmura Lucie contre son épaule. « J'ai tellement peur de tout gâcher. »« Moi aussi !» François la serrait comme si elle allait s'évaporer. « Mais on va affronter cette peur ensemble, d'accord ? Plus de fuite, plus de secrets. Ensemble, ensemble !» répéta Lucie dans un souffle. Ils restèrent ainsi longtemps, sous les étoiles pâles, sur le gravier froid, quelque part à Madrid. Véronique Ruiz souriait en lisant les derniers messages de ses informateurs. La pression montait. Bientôt, François craquerait et elle reprendrait le contrôle. Le cabinet de Maître Arnaud sentait le cuir ancien et le papier. Des bibliothèques en bois sombre tapissaient les murs, remplies de codes juridiques reliés. François et Lucie étaient assis côte à côte dans des fauteuils en velours bordeaux. Leurs mains entrelacées, Maître Arnaud posa l'enveloppe scellée sur son bureau en acajou. Ses doigts tremblaient légèrement. Détail inhabituel pour un homme habituellement 6 mètres de lui. Les résultats sont arrivés ce matin, dit-il d'une voix posée. Vous êtes sûr de vouloir les ouvrir maintenant? Nous pourrions attendre. Prendre le temps. Maintenant, coupa François. Sa voix était ferme, mais Lucie sentait sa main trembler dans la sienne. S'il vous plaît, 2 semaines. 2 semaines d'attente insoutenable, de regards échangés chargés d'espoir et de terreur. 2 semaines où Véronique avait intensifié ses attaques, articles de presse de plus en plus virulents, visites répétées de l'assistante sociale, rumeurs distillées dans le milieu des affaires de François. 2 semaines où François et Lucie avaient appris à se connaître vraiment. Les petits déjeuners silencieux transformés en conversations, les promenades dans le jardin où François racontait des anecdotes sur Hélène, et Lucie partageait ses souvenirs de la rue, les soirées devant le piano où il lui apprenait des mélodies simples. 2 semaines où, test ADN ou pas, ils étaient devenus père et fille. Mais maintenant, face à cette enveloppe blanche, tout semblait suspendu à un fil. Maître Arnaud décacheta l'enveloppe avec un coupe-papier en argent. Le bruit du papier qui se déchirait résonna comme un coup de feu dans le silence du cabinet. Il déplia les documents. Ses yeux parcoururent les lignes, 1 fois, 2 fois, puis il sourit. Compatibilité génétique, 99,8%. Il leva les yeux vers eux. François, Lucie, vous êtes biologiquement père et fille, il n'y a aucun doute possible. Le monde s'arrêta. Lucie entendit François inspirer brusquement à côté d'elle, sentit sa main se resserrer sur la sienne jusqu'à lui faire mal, mais elle ne dit rien, ne bougea pas. 99,8%. C'était réel, c'était vrai. Vous êtes sûr? La voix de Lucie sortit comme un murmure étranglé. Il n'y a pas d'erreur possible. Aucune. Maître Arnaud lui tendit les documents. Le laboratoire que nous avons utilisé est le plus fiable de France. Ses résultats sont irréfutables. Lucie regarda les chiffres, les graphiques, les termes scientifiques qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais elle comprenait le pourcentage. 99,8%. François Delcourt était son père, Hélène Ruiz était sa mère. Elle n'était pas une orpheline abandonnée sans histoire. Elle avait une famille. Elle avait toujours eu une famille. Lucie. Elle leva les yeux vers François, et ce qu'elle vit sur son visage la brisa et la reconstruisit simultanément.
Des larmes qui coulaient librement, sans honte, sans retenue. Son visage habituellement si contrôlé était complètement défait par l'émotion. « Tu es vraiment… » Il ne parvint pas à terminer sa phrase. « Je suis ta fille. » Les mots sortirent d'elle comme une révélation. « Je suis vraiment ta fille. » François se leva brusquement, l'attirant avec lui. Il la serra dans ses bras si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mais elle s'en fichait. Elle s'accrochait à lui avec la même intensité, pleurant dans son épaule. « Ma petite fille de la lune », sanglota-t-il contre ses cheveux. « J'ai attendu 20 ans pour entendre ça. 20 ans pour savoir avec certitude. 20 ans. Je sais. » Lucie enfouit son visage dans son cou. « Je sais. » Maître Arnaud détourna discrètement le regard, leur laissant ce moment d'intimité. Après quelques minutes, il toussa légèrement. « Il y a d'autres informations dans le rapport, » dit-il doucement. « Des informations sur votre filiation, Lucie. Votre acte de naissance original a été retrouvé dans les archives de l'hôpital où vous êtes née. » Lucie se détacha lentement de François, essuyant ses larmes. « Mon acte de naissance. » Oui. Maître Arnaud sortit un autre document. « Vous êtes née le 15 mars 2002 à l'hôpital Necker Enfants Malades. Nom complet, Lucie Hélène Delcourt. Lucie Hélène Delcourt. Elle avait un nom complet, un vrai nom, pas celui qu'on lui avait attribué arbitrairement dans un orphelinat. Hélène, murmura-t-elle, elle m'a donné son nom. Tu es née à 7h32 du matin, continua Maître Arnaud avec un sourire. 3 kg 200 grammes, 50 cm. Il regarda François. Il y a même une note dans le dossier médical de votre femme. François se raidit. Une note, écrite le jour de la naissance. L'avocat sortit une photocopie d'une page manuscrite. L'hôpital l'a conservée avec les documents. Il la tendit à François qui la prit avec des mains tremblantes. Lucie se pencha pour lire par-dessus son épaule. L'écriture était élégante, légèrement penchée. Une écriture de femme. 15 mars 2002, 14h20. Ma petite Lucie vient de naître il y a quelques heures. Elle est parfaite, absolument parfaite. 10 doigts, 10 orteils, et les yeux les plus magnifiques que j'ai jamais vus. François pleure depuis ce matin. Il dit qu'elle me ressemble. Moi je trouve qu'elle a son nez. Les médecins veulent que je commence le traitement rapidement. Ils disent que chaque jour compte. Mais aujourd'hui, je veux juste être maman. Juste pour aujourd'hui, si tu lis ceci un jour, ma petite lune, sache que tu as été désirée, que tu as été aimée dès la première seconde, que ton papa et moi t'avons voulu plus que tout au monde, et que peu importe ce qui arrive, cet amour ne mourra jamais. Ta maman qui t'aime, Hélène. Lucie ne pouvait plus voir les mots. Les larmes les brouillaient complètement. Elle sentit François s'effondrer à côté d'elle, tombant à genoux sur le tapis perçant du cabinet. Elle savait, sanglota-t-il. Elle savait qu'elle allait mourir. Et elle t'a quand même choisi. Lucie s'agenouilla près de lui, tenant la lettre comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ton papa et moi t'avons voulu plus que tout au monde. Lut-elle à voix haute, sa voix brisée. Elle m'a voulu. Toute sa vie, Lucie s'était demandé pourquoi elle avait été abandonnée. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Pourquoi elle n'avait pas été assez bien pour être gardée? Et maintenant, elle tenait la preuve qu'elle avait été aimée, désirée, voulue. « Je peux la garder ?» demanda-t-elle à Maître Arnaud d'une voix suppliante. « Bien sûr. » L'avocat avait également les yeux brillants. « C'est votre histoire, elle vous appartient. » François prit le visage de Lucie entre ses mains. « Tu as toujours été aimée ?» dit-il avec une intensité féroce. « Même quand tu ne le savais pas, même quand tu vendais des fleurs sous la pluie en pensant être seule au monde, tu étais aimée, par Hélène, par moi, toujours. Papa, le mot sortit naturellement. Pour la première fois, papa, Elle ne put pas continuer. François l'attira contre lui, et ils pleurèrent ensemble, pour le temps perdu, pour la douleur subie, mais aussi pour les retrouvailles miraculeuses. Maître Arnaud les laissa se ressaisir avant de reprendre. D'un ton plus professionnel, « Ces résultats changent tout légalement, » dit-il. Véronique n'a plus aucun argument. Nous pouvons attaquer en justice pour falsification de documents, abandon de mineurs, séquestration. Qu'elle le sache, coupa François, sa voix devenant dure. Qu'elle sache que nous avons les preuves, que son mensonge vient d'exploser. François, intervint Lucie doucement, si on lance des poursuites, ça va être long.
Des mois, peut-être des années de procès. Elle mérite de payer pour ce qu'elle a fait. Je sais. Lucie toucha son bras. Mais moi, je veux juste avancer. Je veux récupérer ma vie. Notre vie. François la regarda longuement. Tu es sûre ? Non. Lucie sourit à travers ses larmes. Mais je sais que je ne veux pas passer les prochaines années dans des tribunaux à ressasser le passé. Je veux apprendre à être ta fille. Je veux connaître tout de maman. Je veux planter des pivoines dans le jardin. Je veux jouer du piano, je veux vivre. François ferma les yeux, luttant visiblement avec lui-même. D'accord, dit-il finalement. Mais au minimum, je veux qu'elle sache qu'elle a perdu. Ça, dit Maître Arnaud avec un sourire satisfait. Je peux certainement m'en charger. Ils quittèrent le cabinet 1 heure plus tard, munis de copies certifiées de tous les documents. Le soleil brillait sur Paris, transformant la Seine en ruban d'argent. Dans la voiture qui les ramenait à Neuilly, François ne lâcha pas la main de Lucie. « Lucie Hélène Delcourt », dit-il doucement. « Ça sonne bien », répondit-elle avec un sourire timide. « Ça sonne juste », François regarda par la vitre. « Parce que c'est qui tu as toujours été. » Lucie posa sa tête sur son épaule, tenant toujours la lettre d'Hélène dans son autre main. Pour la première fois en 23 ans, elle savait exactement qui elle était. La salle de conférence de Delcourt Construction bourdonnait d'anticipation. Journalistes, photographes, caméras de télévision, tous massés dans l'espace habituellement réservé aux réunions d'affaires. François avait convoqué une conférence de presse, officiellement pour clarifier sa situation familiale, officieusement, pour détruire Véronique Ruiz. Lucie se tenait dans une pièce adjacente, regardant par la vitre sans teint. Ses mains tremblaient. Elle portait une robe simple bleu marine, que François avait fait venir d'une boutique, élégante mais sobre. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Pas de maquillage excessif, juste elle. « Tu n'es pas obligé de le faire », dit François pour la 10e fois. « Je peux gérer ça seule. »« Non. » Lucie se tourna vers lui. « Elle m'a volé ma vie. Elle mérite de voir mon visage quand sa version des faits s'effondrera. » Maître Arnaud vérifia sa montre. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Mon assistant lui a fait croire que c'était une conférence contre vous deux, que des accusations allaient être portées. « Elle ne pourra pas résister », murmura François avec amertume. « L'occasion de nous voir détruits publiquement ?» Effectivement, 5 minutes plus tard, un remous se produisit dans la salle. Véronique Ruiz venait de faire son entrée. Elle était impeccable comme toujours. Tailleur Dior gris perle, talons Manolo Blahnik, chignon parfait, le sourire aux lèvres, ce sourire de quelqu'un qui s'attend à savourer une victoire. Elle prit place au premier rang, croisant élégamment les jambes. François inspira profondément. C'est l'heure. Il sortit, Maître Arnaud à ses côtés. Lucie resta en retrait. Comme convenu, son moment viendrait. La salle se tut immédiatement quand François s'installa derrière le pupitre. Les flashs crépitèrent. Il attendit le silence complet avant de parler. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. » Sa voix était calme, posée. Je sais que beaucoup de rumeurs ont circulé ces dernières semaines concernant ma relation avec une jeune femme prénommée Lucie. Je suis ici aujourd'hui pour rétablir la vérité. Véronique se pencha légèrement en avant, les yeux brillants. Il y a 23 ans, continua François. Ma femme Hélène a donné naissance à une fille, Lucie Hélène Delcourt. Il marqua une pause. 3 semaines plus tard, Hélène mourait d'une leucémie qu'elle combattait depuis 3 ans. Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains journalistes prenaient des notes frénétiquement. Après sa mort, la sœur d'Hélène, Véronique Ruiz, présente aujourd'hui dans cette salle, a prétendu que ma femme lui avait confié notre fille. Elle a produit des documents falsifiés, soudoyé des témoins et utilisé son influence pour obtenir la garde temporaire. Le sourire de Véronique vacilla. Quand j'ai tenté de récupérer ma fille, Madame Ruiz a disparu. Elle est partie pour l'Espagne avec ma fille de 3 ans. La voix de François se durcit. Et puis, 2 ans plus tard, elle a abandonné cet enfant dans un orphelinat parisien, sous un faux nom, avec de faux papiers, comme si elle n'était rien. Véronique se leva à moitié, le visage livide. C'est un mensonge. Asseyez-vous. Madame Ruiz ? La voix de Maître Arnaud claqua comme un fouet. Vous aurez votre tour de parole. François fit un signe. Un écran descendit derrière lui. Les premières images apparurent. Voici l'acte de naissance original de Lucie Hélène Delcourt, dit-il, tandis qu'un document officiel s'affichait. Née le 15 mars 2002,
Parents, François Delcourt et Hélène Delcourt, née Ruiz. Image suivante. Voici les documents d'abandon signés par Véronique Ruiz à l'orphelinat Saint-Vincent le 8 juillet 2007. Sous le nom de Lucie Morel, notez que le nom de famille a été changé. Véronique était maintenant debout, tremblante. Vous n'avez pas le droit. Voici les résultats du test ADN effectué il y a 2 semaines. Continua François implacablement. Compatibilité père-fille, 98,8%, certifié par le laboratoire Biopath, accrédité par le ministère de la Justice. Les journalistes étaient en effervescence maintenant. Les questions fusèrent de toutes parts. Mais François leva la main pour demander le silence. Pendant 20 ans, j'ai cherché ma fille. Pendant 20 ans, elle a cru être une orpheline abandonnée. Pendant 20 ans, Véronique Ruiz a vécu sa vie confortable à Madrid, construite sur le mensonge et la souffrance d'une enfant innocente. Il se tourna vers Véronique, et son regard aurait pu glacer le sang. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. « Pourquoi avoir fait ça ?» Véronique ouvrit la bouche, la referma, pour la première fois depuis que Lucie la connaissait. Elle semblait à court de mots. Par jalousie, François avança d'un pas. « Parce que vous n'avez jamais accepté que votre sœur m'épouse. Parce que vous pensiez que j'étais indigne d'elle. Hélène méritait mieux que toi, » cracha finalement Véronique. « Elle serait encore en vie si... » « Si quoi ?» rugit François. « Si elle ne m'avait pas épousée, si elle n'avait pas eu Lucie, vous osez dire ça. Elle n'aurait jamais dû avoir cet enfant. » Les mots explosèrent hors de Véronique. Les médecins disaient tout que ça réduirait ses chances. Mais non, monsieur voulait son héritière. Monsieur a convaincu ma sœur de se sacrifier pour satisfaire son ego. Le silence était assourdissant. « C'est ça, » dit François doucement. « C'est pour ça que vous avez fait tout ça. Vous me blâmez pour la mort d'Hélène. » « Tu l'as tuée ?» Véronique tremblait de rage maintenant. « Tu l'as tuée avec ta grossesse égoïste. » Hélène a fait son choix. La voix de Lucie résonna soudain dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle était sortie de la pièce adjacente. Marchant vers le pupitre avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas, Véronique la regarda comme si elle voyait un fantôme. « C'était son choix », répéta Lucie, s'arrêtant à côté de François. « Ma mère a choisi de me garder. Elle a choisi de me donner la vie. Même si ça réduisait ses chances, c'était son choix, pas celui de François, le sien. »« Tu ne sais rien ?» siffla Véronique. « Tu n'étais qu'un bébé. »« Non. » Lucie sortit la lettre d'Hélène de sa poche. Mais elle savait. Elle commença à lire à voix haute. Chaque mot résonnant dans la salle silencieuse. « Ma petite Lucie vient de naître il y a quelques heures. Elle est parfaite, absolument parfaite. » Véronique pâlit à vue d'œil. Les médecins veulent que je commence le traitement rapidement. Ils disent que chaque jour compte. Mais aujourd'hui, je veux juste être maman. Juste pour aujourd'hui. Les caméras capturaient tout. Les larmes sur le visage de Lucie. La rage et la douleur sur celui de Véronique. L'émotion brute de François. Si tu lis ceci un jour, ma petite Lune, sache que tu as été désirée, que tu as été aimée dès la première seconde. Lucie leva les yeux vers Véronique. Elle m'a voulu. Elle m'a choisi, en toute conscience. Sa voix se brisa. Et vous m'avez jeté comme un déchet parce que vous ne pouviez pas accepter son choix. Véronique chancela. Je voulais juste me punir. François s'avança. Punir un homme qui avait déjà tout perdu, en détruisant la seule chose qui restait de la femme qu'il aimait. Véronique se laissa tomber sur sa chaise. Son masque de femme élégante et contrôlée était complètement fissuré. « Elle était ma sœur, » murmura-t-elle, « ma petite sœur, et elle est morte. Et moi, j'étais sa fille, » dit Lucie, la voix tremblante mais ferme. « Et vous m'avez volé mes parents, les deux. » Un silence de plomb tomba sur la salle. François posa la main sur l'épaule de Lucie. « Nous ne porterons pas plainte, » dit-il finalement. « Pas parce que vous le méritez, mais parce que nous voulons avancer. Mais sachez ceci, Madame Ruiz, vous avez perdu. Votre mensonge est exposé. Votre réputation est détruite. Et nous, » il regarda Lucie avec tendresse, « nous avons retrouvé notre famille. » Véronique leva les yeux vers eux. Et pour la première fois, Lucie vit autre chose que de la froideur dans son regard. De la douleur, du regret, peut-être même du remords. Véronique se leva péniblement. « Je suis désolée. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. « Pour ce que ça vaut, je suis désolée. » Puis elle quitta la salle, tête baissée, sous les flashs crépitants des photographes.
François se tourna vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je vous présente ma fille, Lucie Hélène Delcourt. » Lucie se força à sourire malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. Et dans la salle, spontanément, quelqu'un se mit à applaudir. Puis un autre. Puis toute la salle. C'était fini. Véronique Ruiz avait perdu. Et pour la première fois en 23 ans, Lucie Delcourt était libre, 3 semaines après la conférence de presse. Paris bruissait encore de l'histoire des Delcourt. Les médias avaient largement couvert l'affaire. Retrouvailles miraculeuses après 20 ans. La vérité sur l'enlèvement Delcourt, Véronique Ruiz, chute d'une mondaine. Lucie évitait de lire les articles. Elle n'avait pas besoin de savoir ce que le monde pensait. Ce qui comptait, c'était ce qui se passait à l'intérieur du manoir de Neuilly. Et à l'intérieur, lentement, douloureusement, quelque chose de nouveau prenait forme. La guérison. Ce matin-là, Lucie se réveilla au son familier du piano. François jouait en bas, une habitude qu'il avait reprise depuis qu'elle était là, des mélodies simples, mélancoliques, qui flottèrent dans toute la maison comme des fantômes bienveillants. Elle descendit pieds nus, vêtue du pyjama en soie que Madame Laurent avait insisté pour lui acheter. L'escalier ne lui semblait plus aussi intimidant maintenant. Les portraits sur les murs, Hélène, les grands-parents qu'elle n'avait jamais connus, François jeune, ne lui faisaient ne plus peur. C'était son histoire aussi. François s'interrompit quand elle entra dans le salon. « Bonjour ma puce ». Le surnom était venu naturellement. Quelques jours auparavant, Lucie avait failli pleurer la première fois. « Bonjour papa ». Ce mot aussi était devenu plus facile. Pas simple. Jamais simple après 20 ans d'absence. Mais possible. François lui fit de la place sur le banc du piano. « Tu veux essayer ? Je vais massacrer tes oreilles. »« Impossible. » Il sourit. « Ta mère jouait comme un pied aussi. » Lucie rit. Un son encore rare, mais de plus en plus fréquent. Elle posa ses doigts sur les touches, suivant les instructions de François. Une mélodie hésitante s'éleva, maladroite, mais sincère. « C'est bien !» encouragea François. « Continue !» Ils jouèrent ensemble pendant une demi-heure. François guidant ses mains, corrigeant sa posture, patient comme il ne l'avait probablement jamais été dans les affaires. Madame Laurent apporta le petit déjeuner sur la terrasse. La gouvernante, une femme robuste d'une 60aine d'années, avait fondu en larmes le jour où François lui avait présenté Lucie officiellement. « Petite Lucie », avait-elle sanglota. « Je me souviens quand Madame Hélène vous promenait dans le jardin. Vous étiez si mignonne. » Maintenant, elle couvait Lucie comme une poule avec son poussin. Toujours un biscuit supplémentaire, toujours une couverture de plus, toujours ce regard attendri. « Vous avez reçu un courrier ?» dit-elle en déposant une enveloppe à côté de l'assiette de François. « De Madrid. » Le silence se fit lourd. François prit l'enveloppe, reconnaissant immédiatement l'écriture. Il la tourna entre ses doigts, hésitant. « C'est elle ?» demanda doucement Lucie. « Oui. Tu veux que je parte ?»« Non. » François ouvrit l'enveloppe. Plus de secret entre nous. La lettre était courte, manuscrite sur un papier crème de qualité. « François, je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas. Mon mari a demandé le divorce. Mes amis m'évitent. Mon nom est devenu synonyme de honte dans tous les cercles que je fréquentais. C'est justice. Mais je voulais que tu saches. Je regrette. Pas d'avoir été prise. Pas des conséquences. Je regrette ce que j'ai fait à cette petite fille, à Lucie. Hélène m'avait confié ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Et je l'ai brisé par orgueil et par douleur. Je ne demande rien. Juste que tu dises à Lucie que sa mère l'aimait, plus que tout, et que si Hélène avait su ce que je ferais, elle ne m'aurait jamais fait confiance. Je vis désormais à Séville, loin de tout. C'est mieux ainsi, Véronique. Lucie fixait son croissant, les émotions se bousculant en elle, colère, tristesse, et quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux. Elle regrette, murmura-t-elle. Ça ne change rien à ce qu'elle a fait. Non, Lucie leva les yeux vers François. Mais ça change peut-être qui elle est maintenant. François froissa la lettre, puis se ravisa. Il la posa à plat, la lissant avec soin. « Tu es trop bonne », dit-il avec un mélange de fierté et de douleur. « Non, je suis juste, fatiguée de la haine. » Lucie but une gorgée de café. Elle a déjà volé 20 ans. Je refuse de lui donner le reste de ma vie. François tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Comment es-tu devenue si sage ?» En survivant. Un sourire triste. La rue apprend vite. Ils terminèrent le petit déjeuner en silence confortable.
Regardant le jardin où les pivoines d'Hélène commençaient à éclore, l'après-midi, Maître Arnaud passa au manoir. Il apportait les derniers documents légaux, changement officiel de nom, restauration de l'acte de naissance, fermeture du dossier à l'orphelinat Saint-Vincent. Officiellement, dit-il en rangeant les papiers, Lucie Morel n'existe plus. Vous êtes Lucie Hélène Delcourt. Aux yeux de la loi, vous ne l'avez jamais cessé d'être. Lucie regarda son nouveau passeport, sa photo, son nom complet. C'était vertigineux. Et Véronique ? Demanda François. Aucune poursuite criminelle pour l'instant, comme convenu. Maître Arnaud haussa les épaules. Mais elle fait face à plusieurs procès civils, des créanciers, son ex-mari, quelques anciens associés. Sa vie telle qu'elle la connaissait est terminée. Bien, dit François sans émotion particulière. Après le départ de l'avocat, François emmena Lucie dans son bureau, une pièce qu'elle n'avait encore jamais visitée. Des plans d'architecture couvraient les murs. Des maquettes de bâtiments occupaient des étagères entières. « J'ai quelque chose pour toi. » Il ouvrit un tiroir, sortit une boîte en velours bleu. Lucie la reconnut immédiatement. Une boîte à bijoux. « Papa, ouvre. » À l'intérieur, sur un coussin de satin blanc, reposait un collier, argent fin, chaîne délicate, et au bout, une petite lune. Lucie porta la main à sa bouche. « Ce n'est pas le même, » s'empressa de dire François. « Celui-là, je ne l'ai jamais retrouvé. Véronique l'a probablement vendu ou jeté, mais j'ai demandé au même bijoutier de le refaire. » À l'identique, il sortit le collier, le tenant à la lumière. À l'arrière de la lune, une gravure. 24 04/2025, le jour où la lune est revenue à la maison. La date de leur rencontre sous la pluie. « Papa », Lucie ne pouvait plus parler. « Tu n'es pas obligé de le porter, » dit François rapidement. « Si ça te rappelle trop de mauvais souvenirs, je comprendrai. »« Non », Lucie se tourna, soulevant ses cheveux. « S'il te plaît, mets-le-moi. » Les mains de François tremblèrent légèrement en attachant le fermoir. Quand ce fut fait, Lucie se regarda dans le miroir au-dessus de la cheminée. La lune brillait contre sa peau, exactement comme sur la photo de ses 3 ans. « Tu ressembles tellement à ta mère », murmura François derrière elle. Lucie toucha le pendentif, sentant sa chaleur. « Je voudrais lui ressembler. » Une pause. « Tu crois qu'elle serait fière de moi ?» Lucie, François la fit se retourner. « Elle serait émerveillée. Tu as survécu à 20 ans dans la rue. Tu t'es battue pour rester debout quand tout t'écrasait. Tu es devenue une jeune femme forte, gentille, résiliente. Elle serait fière au-delà des mots. Même si je n'ai pas fait d'études, même si je ne sais rien faire d'autre que vendre des fleurs. Surtout pour ça, François sourit, parce que ça montre qui tu es vraiment. Une battante comme elle. Ce soir-là, François montra à Lucie les albums photos qu'il avait soigneusement conservés, des centaines de photos d'Hélène. Enfant, adolescente, jeune femme, son mariage, sa grossesse, les premiers jours avec bébé Lucie. Elle te chantait tout le temps, raconta François en désignant une photo où Hélène berçait Lucie nouveau-née. Des comptines, des chansons de variété, n'importe quoi. Elle disait que tu aimais sa voix. « Apprends-moi », dit soudain Lucie. « Apprends-moi les chansons qu'elle chantait. » François la regarda, surpris. « Tu es sûre ? J'ai perdu ma mère. » Lucie toucha le collier. « Mais je peux apprendre à la connaître à travers ce qu'elle aimait, ce qu'elle faisait, comment elle était. » François acquiesça, la gorge serrée. « D'accord, on commencera demain. » Cette nuit-là, Lucie s'endormit avec le collier autour du cou et la photo d'Hélène sur sa table de nuit. Pour la première fois depuis qu'elle pouvait se souvenir, elle ne fit pas de cauchemar. Elle rêva d'une femme aux cheveux noirs qui chantait près d'un piano blanc. Et dans le rêve, la femme souriait. 6 mois plus tard, octobre 2025. L'automne avait peint le jardin du manoir Delcourt de 1000 nuances d'or et de cuivre. Mais ce n'était pas l'automne qui attirait le regard ce matin-là. C'étaient les marguerites. Des centaines, des milliers peut-être. Un océan blanc qui ondulait sous la brise légère, s'étendant là où autrefois ne poussait qu'une pelouse aristocratique parfaitement entretenue. François avait tout fait arracher. Les jardins à la française. C'est joli mais froid, avait-il dit, comme cette maison l'était avant que tu reviennes. Maintenant, des marguerites blanches couvraient presque tout l'espace, avec ici et là des massifs de pivoine rose. Pour Hélène, Lucie se tenait au milieu du champ, pieds nus dans l'herbe encore humide de rosée,
Elle portait une robe blanche simple qui flottait autour de ses jambes, ses cheveux sombres détachés sur ses épaules, autour de son cou. La petite lune en argent captait la lumière du soleil levant. Elle avait 23 ans. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait avoir son âge. Ni plus vieille, fatiguée par la survie, ni plus jeune, figée dans un passé volé, juste, elle-même. 6 mois. 6 mois depuis la conférence de presse qui avait changé tout. 6 mois de reconstruction, de découverte, de guérison. Les premières semaines avaient été difficiles. Les cauchemars revenaient souvent. Des mains froides qui l'arrachaient à des bras protecteurs. La solitude glaciale de l'orphelinat. Les nuits dans la rue où elle avait eu si peur. François la trouvait parfois recroquevillée dans sa chambre, tremblante. Et il restait simplement là, présent, solide, réel. « Ça va passer », murmurait-il. « Tu es en sécurité maintenant. » Puis était venue la thérapie. Une psychologue douce et patiente nommée Dr Mercier qui spécialisait dans le trauma et la séparation familiale. 2 fois par semaine, Lucie racontait son histoire, pleurait, criait parfois, et lentement, très lentement, apprenait à ne plus avoir honte de ce qu'elle avait vécu. François venait aussi aux séances. Ensemble, ils démêlaient 20 ans de nœuds, sa culpabilité à lui, sa peur d'être rejeté à elle, leur difficulté à trouver l'équilibre entre être père et fille, alors qu'ils avaient manqué toutes les étapes intermédiaires. « Vous ne rattraperez pas le temps perdu », avait dit Dr Mercier lors d'une séance. « Mais vous pouvez construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous appartient. » Et c'est ce qu'il faisait. Des rituels s'étaient installés. Le petit déjeuner ensemble chaque matin, les promenades dans le jardin le soir, les leçons de piano où Lucie progressait lentement mais sûrement, les soirées où François racontait des histoires sur Hélène. Et Lucie apprenait à connaître la mère qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Elle détestait les olives, avait dit François un soir. Elle les triait dans tous les plats, disait que c'était une abomination culinaire. Moi aussi, Lucie avait ri. Madame Laurent essaie toujours de m'en faire manger. Génétique, avait dit François avec un sourire. Ou peut-être que l'âme se transmet aussi. Lucie avait aussi découvert d'autres choses. Elle aimait la littérature, comme Hélène, préférait le café au thé. Comme François, avait une mémoire photographique pour les visages, un don unique qui lui appartenait. Elle avait commencé des cours du soir pour passer son baccalauréat. À 23 ans, c'était intimidant d'être entourée d'adolescents. Mais François l'encourageait sans cesse. « Prends ton temps, il n'y a pas de course. » Et puis, il y avait eu la fondation Lune d'Argent, c'était l'idée de Lucie. Il y a d'autres enfants comme moi, avait-elle dit à François, d'autres familles séparées par des mensonges, des manipulations, des systèmes défaillants, on pourrait les aider. François avait immédiatement dit oui. La fondation avait été créée en juillet. Son objectif, aider les familles séparées à se retrouver, offrir un soutien psychologique aux enfants ayant vécu des traumatismes d'abandon, et financer des recherches généalogiques pour ceux qui cherchaient leurs origines. Lucie y travaillait 3 jours par semaine. Elle répondait au téléphone, écoutait les histoires, offrait l'espoir qu'elle avait elle-même reçu. Parfois, c'était déchirant. Souvent, c'était gratifiant. Toujours, c'était important. « Tu redonnes ce qu'on t'a donné », avait dit François avec fierté. C'est exactement ce qu'Hélène aurait fait. Quant à Véronique, elle n'avait plus eu de nouvelles depuis la lettre. Maître Arnaud rapportait occasionnellement des informations. Le divorce finalisé, la vente de la villa madrilène, le déménagement à Séville dans un appartement modeste. Véronique Ruiz était devenue invisible, effacée du monde qu'elle avait jadis dominé. Lucie pensait parfois à elle, pas avec haine, plus maintenant, juste avec une tristesse étrange pour une femme qui avait tout détruit, y compris elle-même, à cause d'une douleur qu'elle n'avait jamais su guérir. « Tu lui pardonnes ?» avait demandé François un jour. « Non », avait répondu Lucie honnêtement. « Pas complètement, peut-être jamais, mais je la laisse partir. Je refuse qu'elle occupe encore de la place dans ma vie. Sage décision. Tu m'as appris ça ?» Lucie avait souri, regardé vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Un bruit de pas sur le gravier tira Lucie de ses pensées. Elle se retourna. François descendait les marches de la terrasse, 2 tasses de café fumant dans les mains. Il portait un pull en cachemire gris et un jean, tenue décontractée qui aurait été impensable 6 mois auparavant. Lucie l'avait changé aussi. « Tu vas attraper froid pieds nus », dit-il en lui tendant une tasse. « Ça va. »
Elle prit le café avec reconnaissance. J'aime sentir l'herbe. Ça me rappelle que c'est réel, que je ne vais pas me réveiller dans une chambre d'orphelinat. François posa son bras autour de ses épaules, et ils regardèrent ensemble le champ de marguerites qui s'étendait devant eux. « Je pensais à quelque chose, » dit-il après un moment. « Quoi ? Ton anniversaire approche, mars, 24 ans. » Il but une gorgée de café. « J'ai manqué 20 anniversaires. Je voudrais que celui-là soit spécial. Papa, tu n'as pas besoin. Je sais que je n'ai pas besoin. » Il la regarda avec tendresse. « Mais je veux, alors, que dirais-tu d'un voyage, n'importe où tu veux, juste nous deux ?» Lucie réfléchit. « La Provence, dit-elle finalement. J'ai toujours rêvé de voir les champs de lavande. Alors la Provence ce sera. » François sourit. « On louera une petite maison, on prendra notre temps. Pas de presse, pas de stress. Juste père et fille, répéta Lucie doucement, savourant les mots. Ils restèrent ainsi longtemps, regardant le soleil monter dans le ciel, transformant les marguerites en mer d'or blanc. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit Lucie soudain. « Quoi ? Quand je vendais des fleurs sous la pluie, je pensais que j'attendais d'être sauvée, que quelqu'un vienne me sortir de cette vie. » Elle toucha le collier de lune. « Mais je me trompais. Comment ça ? Je n'attendais pas d'être sauvée. » Lucie se tourna vers François, les yeux brillants. « J'attendais de rentrer à la maison. » François posa sa tasse dans l'herbe et la prit dans ses bras. Pas une étreinte hésitante comme au début. Une vraie étreinte. Celle d'un père qui a retrouvé sa fille. « Et tu es à la maison maintenant ?» murmura-t-il contre ses cheveux. « Pour toujours, répéta Lucie. Un oiseau chanta quelque part dans les arbres. Le vent fit onduler les marguerites comme des vagues blanches, et dans le ciel d'octobre, pâle et lumineux, brillait un croissant de lune. Presque invisible mais présent, toujours présent, Lucie avait perdu 20 ans. 20 ans de souvenirs, de Noëls en famille, de disputes adolescentes, de complicité quotidienne, mais elle avait gagné quelque chose d'autre. Une deuxième chance, la possibilité de reconstruire, de guérir, de devenir qui elle était vraiment censée être. Lucie Hélène Delcourt, fille d'Hélène qu'il avait aimée assez pour lui donner la vie, fille de François qu'il avait cherché pendant 20 ans. Elle n'était plus la petite fille perdue vendant des fleurs sous la pluie, elle était la lune revenue à la maison, et enfin, après toutes ces années d'obscurité, elle brillait. « Viens », dit François en la prenant par la main. « Madame Laurent a fait des sablés à la vanille. Comme Hélène, comme maman », corrigea doucement Lucie. François s'arrêta, les larmes aux yeux. « Oui, comme ta maman. » Main dans la main, père et fille remontèrent vers le manoir, laissant leurs empreintes dans la rosée du champ de marguerites. Derrière eux, les fleurs blanches dansaient dans le vent. Devant eux, un avenir lumineux les attendait. Et au-dessus d'eux, quelque part dans le ciel invisible du matin, une étoile scintilla une dernière fois, avant de disparaître dans la lumière du jour. Hélène souriait. Sa petite fille de la lune était enfin rentrée.